Et, pendant le confinement, ta cuisine ressemble un peu à ça? Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Alors sois bien attentif à la vidéo qui va suivre. Salut les athlètes, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Au format un petit peu particulier aujourd'hui, on va parler de l'alimentation, voir entre autres quels sont les carburants à utiliser pour être au top de sa forme dans vos activités physiques, mais surtout pour garder une santé en béton. C'est parti! Alors sachant qu'il y a pas mal de choses à dire, j'ai décidé de vous faire un bon vieux PowerPoint des familles pour essayer d'être le plus complet possible. Alors vous le savez sûrement, pour fonctionner, notre corps va avoir besoin d'autre chose que d'amour et d'eau fraîche. Il va devoir consommer des aliments qui, lors de la digestion, vont être transformés en nutriments. Et aujourd'hui, on va voir les deux types de nutriments dont a besoin le corps, à savoir les macros, les protéines, les glucides, les lipides, vous les connaissez bien, qui eux sont pourvoyeurs de calories, et les micronutriments qui eux à côté n'ont pas de calories, ce sont les vitamines et les minéraux. On attaque les macronutriments avec les protéines qui sont en fait des chaînes d'acides aminés, ça ressemble à ça, et ce sont des chaînes qui vont être plus ou moins bien assimilées par le corps en fonction de leur provenance. Donc il y a deux types de protéines qu'on retrouve, il y a les protéines animales et végétales, et les protéines animales en fait sont mieux pourvues en acides aminés essentiels, donc que le corps ne peut pas produire, c'est pour ça qu'on les appelle essentiels, alors que les protéines végétales, elles, en sont moins bien dotées. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des facteurs limitants sur les protéines végétales et qu'elles sont moins bien assimilées par le corps. Au niveau du rôle des protéines, eh ben, il y en a énormément. Le plus connu, c'est la croissance musculaire, mais pas que, hein. Ça agit aussi sur les os et la peau. Un rôle de transport. Pour les défenses immunitaires aussi, elles sont hyper importantes. Pour l'équilibre hormonal également. Et au niveau de l'énergie, eh bien 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 calories. Alors lesquelles consommer? Ben, il faut plus privilégier celles qui sont faibles en graisses saturées, comme les poissons, les fruits de mer, les viandes blanches, les viandes rouges inférieures à 5% en filet et steak. Donc là, ma liste n'est pas exhaustive, hein, mais c'est une indication. Et il faut plutôt modérer celles qui sont riches en graisses saturées, comme la charcuterie, les produits laitiers, les fromages et le soja. On reviendra sur ces notions de graisses saturées et insaturées lorsqu'on parlera un petit peu plus loin des lipides. Maintenant, un petit tableau pour vous donner un ordre d'idée des portions de protéines par aliment. Au niveau de la viande, pour 100 grammes, on a à peu près 25 grammes. C'est presque similaire pour le poisson. Au niveau des légumineuses, comme les lentilles par exemple, c'est 16 grammes pour 100 grammes de lentilles avalées. Un œuf, on a 7 grammes. Et on voit que les protéines en poudre, qui ne sont pas les plus qualitatives, ont un ratio quand même super intéressant. C'est pour 30 grammes de protéines en poudre, on a 21 grammes de protéines. Maintenant, au niveau quantité à absorber, bah, pour les sédentaires, c'est à peu près de l'ordre de 1,6 g par kilo de poids de corps. Pour les sportifs, on entend souvent les fameux 2 grammes par kilo de poids de corps, mais moi j'aime mieux parler par kilo de masse maigre, c'est-à-dire hors masse grasse. Donc si vous êtes sportif, actif à peu près à hauteur de 3 heures par semaine, 1,8 g de protéines par kilo de masse maigre, c'est ce qui est recommandé. Très actif, c'est 2 grammes, et les sportifs d'élite, c'est 2,2 grammes. Petite info, s'il y en a qui veulent aller à fond sur les protéines, qui veulent s'en mettre plein le cornet, au-delà de 2,5 à 3 grammes de protéines par kilo de masse maigre, eh bien le corps ne va pas pouvoir les assimiler, donc elles vont être stockées sous forme de gras, ça va pas être intéressant. Donc ça sert à rien non plus de se gaver en protéines. Je ne l'ai pas précisé, mais il s'agit bien de consommation quotidienne, hein. Donc on se rend compte que ça peut vite monter. Un mec qui ferait 80 kilos avec à peu près 70 kilos de masse maigre et qui s'entraîne intensivement, eh bien c'est 140 grammes de protéines qu'il va devoir absorber par jour. Et lorsqu'on voit le tableau précédent, bah, pour atteindre 140 grammes, il faut quand même y aller, hein. C'est là que les protéines en poudre vont être quand même un apport, un complément, parce que ce sont des compléments alimentaires, un complément alimentaire intéressant pour quelqu'un, bien sûr, qui va s'entraîner intensivement. Encore faut-il faire attention à la qualité des protéines qu'on achète. On arrive aux lipides, les lipides qui étaient pas mal décriés lors des dernières décennies, mais qui sont aujourd'hui bien réhabilités, hein. On a compris que c'était essentiel pour le corps. Donc les lipides sont constitués de quoi? Ben, la molécule de base, c'est l'acide gras. Des acides gras, on en retrouve de deux types, les saturés et les insaturés. Et parmi les insaturés, on a les mono et les polyinsaturés. Au niveau du rôle, bah, comme les protéines, il y a un rôle de constitution et de croissance, hein, surtout au niveau cellulaire. Ça augmente la satiété, ça freine l'entrée des sucres dans le sang, ça c'est hyper intéressant, donc on est plus vite rassasié lorsqu'on consomme dans notre repas des lipides avec les glucides et les protéines. Enfin, c'est un rôle de défense immunitaire, ça permet aussi de garder l'équilibre au niveau hormonal. Et enfin, au niveau énergétique, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories.
Alors, quels lipides consommer? Ben, vous l'aurez deviné, les acides gras insaturés. En premier lieu, les monoinsaturés, les oméga 9, ça c'est à peu près 30 grammes par jour. Là, on va retrouver les avocats, l'huile d'olive, les oléagineux. Ensuite, on a les oméga 6 et 3, ça c'est à peu près 20 grammes par jour. Là, c'est les polyinsaturés. Vu qu'on parle des huiles, la petite parenthèse sur les cuissons. Noix et colza, faut préférer les manger à froid, hein, ça résiste mal à la chaleur. L'huile d'olive, pareil, de façon modérée, hein, faut pas trop la chauffer. Celles qui vont bien résister, c'est les huiles de tournesol et d'arachide. Il y a d'ailleurs une stat très intéressante, je trouve, sur les acides gras insaturés, c'est qu'on se rend compte que les pays qui en consomment beaucoup, typiquement l'Italie, la Grèce et le Japon, alors la Grèce et l'Italie c'est surtout sous forme d'huile d'olive, et le Japon sous forme de poisson gras, ben, l'espérance de vie est assez importante, hein. On a tendance à croire par exemple que les États-Unis consomment beaucoup de gras, en réalité c'est beaucoup de glucides ou de gras transformés, mais des bons lipides très peu, et donc l'espérance de vie est moins importante qu'en Grèce ou en Italie. Bon, il y a peut-être aussi les flingues qui jouent sur cette moyenne, mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, lesquels sont à modérer? Ben, les acides gras saturés, hein, c'est à peu près 10 à 15 grammes par jour, et on les retrouve dans les viandes rouges, les abats, les produits laitiers, le jaune d'œuf. Alors pour vous donner une idée, en fait, un acide gras saturé, ça ressemble un petit peu à ça, c'est très serré et ça va engendrer en fait du stockage, alors que l'acide gras insaturé, c'est plus mobile, c'est plus espacé et ça va nous permettre de stocker moins de gras. Et enfin, ceux qui sont à éviter, bah les trans, hein. Alors pas ceux-là, les acides gras trans, hydrogénés, tout ce qui est industriel, en fait, c'est un peu de la merde, hein. C'est du caca alimentaire. Ça augmente le mauvais cholestérol, la graisse abdominale, le risque de maladies cardiovasculaires. Donc tout ce qui est biscuits, chips, fast-food, bon bah voilà, on évite, hein. Ça on le sait. Alors je parle de mauvais cholestérol, c'est un peu faux parce qu'en fait il n'y a qu'une molécule de cholestérol, mais il y a deux transporteurs du cholestérol dans le corps et il y en a un des deux qui est considéré comme mauvais et c'est de lui que vient l'augmentation du risque de maladie cardiaque, celui-là c'est le LDL. Voilà, c'était simplement là pour la culture on va dire. Au niveau de la consommation quotidienne de lipides pour les sédentaires, bah, je l'ai rappelé un peu plus tôt, hein, c'est de l'ordre de 30 grammes pour les oméga 9, 20 grammes pour les oméga 6 et 3 et 10 grammes pour les acides gras saturés. Maintenant, pour les sportifs, bah, comme tout à l'heure, on parle toujours en kilos de masse maigre et en fonction de l'intensité de votre entraînement, bah, vous allez devoir apporter à votre corps un nombre de lipides particulier. Bon, c'est un ordre d'idée, hein, et ça peut varier d'une personne à l'autre, mais voilà, entre les sportifs actifs, très actifs, et les élites, on est entre 1 et 2 grammes de lipides par kilo de masse maigre et par jour. Dernière chose à noter importante, si vous êtes un homme et que votre taux de graisse corporelle est inférieur à 12% et 18% si vous êtes une femme, n'hésitez pas à bien augmenter votre consommation en lipides parce que oui, vous avez peu de réserves et lorsqu'on fait du sport, le corps va puiser pour nourrir les muscles du glycogène mais également des lipides lors des efforts intenses. Donc n'hésitez pas à bien augmenter cette consommation de lipides. On en arrive aux glucides qui sont composés de trois types de molécules. Au niveau de leur rôle, on retrouve des rôles essentiels hein, comme les protéines et les lipides, rôle de constitution, de réserve énergétique avec le glycogène. Elles épargnent la dégradation des protéines, ça c'est super important à savoir pour les glucides. Et au niveau de l'énergie, 1 gramme de glucides c'est 4 calories, c'est comme les protéines. Et enfin pour les sources, on retrouve des protéines dans les fruits et les légumes, les féculents et les céréales et également les produits industriels. Alors, quels glucides consommer? Surtout celles qui sont d'origine naturelle, qui ont un index glycémique bas. Je reviendrai sur cette notion d'index glycémique qui est vraiment très important pour bien comprendre pourquoi il ne faut pas ingérer n'importe quel glucide. Et on va les retrouver donc principalement dans les fruits et les légumes qui vont offrir plusieurs avantages, notamment de rassasier plus vite. Après, il va falloir modérer les glucides à index glycémique moyen qu'on retrouve principalement dans les fruits et les féculents. Alors attention pour les pâtes et le riz, ça va dépendre aussi de la cuisson que vous y mettez. Si vous aimez bien cuire pâtes et riz, vous allez faire des montées de sucre au niveau du sang et vous risquez d'avoir des gros coups de barre et là l'index glycémique va monter en flèche. Donc essayez de cuire al dente vos riz et vos pâtes pour que la diffusion du sucre dans le sang soit la plus lente possible. Alors pour les pâtes, le pain et les céréales, c'est intéressant d'en manger des complets, mais pas que du complet, parce que vous allez faire beaucoup bosser les intestins, donc c'est intéressant quand même de varier entre complet et blanc. Et enfin, les glucides à éviter, donc ce sont celles qui ont un index glycémique élevé.
On va retrouver là nos amis industriels qui nous vendent des sodas, des bonbons, des produits transformés. Et attention également aux jus de fruits. On nous vend souvent les mérites de ces jus de fruits par rapport aux vitamines. Alors déjà, les vitamines, elles en contiennent plus beaucoup parce qu'elles ont été dégradées. Il n'y a plus de fibres non plus. Donc, il n'y a pas un intérêt majeur à consommer ces jus, surtout que ce sont souvent des bombes à sucre avec des index glycémiques énormes, donc plutôt à éviter. Moi, je vous conseille de faire un bon jus maison, un bon jus de fruits maison avec des oranges bio, par exemple. Ça, c'est le top. Alors, pourquoi l'index glycémique des aliments, c'est si important? Parce que ça va jouer sur le taux de sucre sanguin. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps si vous ingérez des aliments très sucrés? C'est la courbe rouge. Vous allez avoir un taux de sucre dans le sang qui va monter en flèche. Le corps, pour contrer cette montée, va sécréter de l'insuline et ça va engendrer de la fatigue et souvent des fringales et on va de nouveau manger. Alors que si vous ingérez des aliments à index glycémique bas, on voit que la courbe monte beaucoup moins haut, que finalement l'énergie va être diffusée de façon plus harmonieuse au fil du temps et qu'on va pas avoir de coups de fatigue ni de fringales. Là, je vous mets un tableau récapitulatif des aliments qui sont le plus consommés avec leur index glycémique. Donc la base de ce tableau, c'est le glucose, pur, c'est 100. On voit quand même que on a le riz bien cuit qui est à 90, les fameux cornflakes du matin qui sont à 85, la pastèque à 75. Donc si on veut bien gérer son alimentation, c'est intéressant de connaître les chiffres de ce tableau. Moi, je vous invite à le télécharger sur Internet, il est très facilement trouvable, et de l'avoir comme partenaire de cuisine, c'est l'idéal. En fait, pour maintenir un bon taux de sucre dans le sang, le corps a deux hormones principales, c'est l'insuline. Donc on l'a vu, l'insuline c'est quand il y a trop de sucre dans le sang, le corps en libère. Et à l'inverse, quand il n'y en a pas assez, c'est le glucagon. Donc on comprend que pour maintenir un taux de sucre équilibré dans le sang, le corps fait appel à ces deux hormones. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ingère trop ou pas assez de sucre? La première option, on va avoir des coups de fatigue, des coups de fringale, on l'a vu tout à l'heure. Les glucides qui ne sont pas stockés sous forme de glycogène, elles vont être stockées sous forme de triglycérides, donc de gras. On risque des dérèglements hormonaux. Et enfin, si on tire trop sur l'insuline, à force, on risque même un diabète de type 2, mais là, il faut quand même y aller. A l'inverse, s'il n'y a pas assez de sucre dans le sang, ça va favoriser l'apparition de cortisol. Ça, c'est une hormone qui va dégrader les muscles. Il va y avoir une augmentation des risques cardiovasculaires et une nouvelle fois des risques de dérèglements hormonaux. Donc, on comprend l'importance de cet axe entre insuline et glucagon. Il ne faut pas trop jouer avec. Et là, je vous ai mis le taux. Alors, on ne va pas surveiller son taux sanguin tous les jours, mais voilà, le taux optimal, on est entre 0,7 et 1,1 g de sucre par litre de sang. Avant de finir sur les glucides, un petit mot sur les édulcorants qui sont censés les remplacer. On les retrouve souvent dans les boissons sucrées. En fait, on s'est rendu compte à travers des études que les édulcorants, ça rend encore plus addict au sucre. Donc ça entretient le goût pour le sucre, ça va pas l'enlever. Et ça fait également augmenter le nombre de calories consommées parce qu'on a tendance à compenser lorsqu'on consomme beaucoup d'édulcorants. Et enfin, qu'on n'ait pas trop les effets qu'ils ont sur la santé. Il y a plusieurs études là-dessus. Donc moi, je vous recommande tout simplement de les éviter. Pour terminer, le tableau récapitulatif des rations de glucides à apporter par jour. Alors pour les sédentaires, on recommande à peu près 180 grammes au quotidien. Pour les sportifs, on parle toujours en kilos de masse maigre. Donc les sportifs actifs, c'est 3 à 4 grammes. Les très actifs, 4 à 5 par jour. Et les élites, 5 à 6. Et enfin, attention à l'idée qu'il faut absolument consommer des pâtes quand on fait du sport. Oui, bien sûr, les glucides, ça va être important déjà pour faire les réserves de glycogène. Le cerveau ne mange que ça. Mais ça peut être aussi délétère, on l'a vu tout à l'heure avec la courbe du graphique, si on absorbe trop d'aliments à index glycémique fort comme le cas des pâtes, ça peut être nocif à la performance sportive. Donc privilégiez plus les légumes ou s'il y a des pâtes, on les accompagne de protéines et de lipides. On en arrive aux micronutriments qui, eux, on le rappelle, ne sont pas porteurs de calories. Et on va commencer par les vitamines qui sont constituées de deux types. En fait, on a celles qui sont solubles dans l'eau et les autres qui sont solubles dans le gras. Alors elles sont indispensables parce que le corps en a besoin et le corps n'est pas capable de les synthétiser seul, donc on va devoir les apporter par l'alimentation extérieure. Le rôle des vitamines, ça va être un maintien de l'homéostasie corporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que garder à peu près tous les voyants au vert, garder un équilibre sur tous les paramètres du corps. Ça va permettre d'assimiler les macronutriments et c'est donc des fonctions essentielles pour le maintien du métabolisme. On les retrouve dans les fruits et les légumes, les protéines animales, également dans le rayonnement solaire, une partie des vitamines D.
Et l'homme est capable de les synthétiser, c'est pour ça qu'on les retrouve en compléments alimentaires. Alors c'est comme les compléments en protéines, hein, j'ai envie de vous dire que si votre alimentation est de qualité, vous trouverez largement l'essentiel de toutes les vitamines dont vous avez besoin dans ce que vous consommez au quotidien. Maintenant, s'il y a des recommandations médicales, s'il y a des grosses carences, là ça peut être intéressant, mais vraiment, à part perdre de l'argent, les compléments en vitamines, ça sert strictement à rien. Ce qui est assez fou, c'est que dans certains pays modernes, hein, industrialisés, on retrouve aujourd'hui des pathologies, des maladies qui avaient disparu depuis plus d'un siècle, comme le scorbut par exemple, parce qu'il y a des gens qui ne consomment pas de fruits et de légumes, qui consomment simplement des produits industriels et qui ont des carences phénoménales en vitamines. Maintenant, attention, l'inverse n'est pas bon non plus, hein. Faire un apport trop important en vitamines avec des compléments alimentaires, ça sert strictement à rien et ça peut même être néfaste pour la santé. C'est pourquoi je vous disais, si vous avez une alimentation saine, ça sert à rien d'aller acheter des compléments en vitamines, à part pour enrichir les grands groupes pharmaceutiques. Et enfin, on en arrive aux minéraux qui, comme les vitamines, sont des composés organiques. Alors eux, ils représentent quand même 4% du poids corporel total, ce qui n'est pas rien. Il y en a deux types, je ne vais pas rentrer dans les détails, les macros et les microéléments. On les retrouve où les minéraux? Dans les fruits et les légumes, les protéines animales, dans les différentes eaux. Alors attention, les eaux sont pas pourvues en même quantité de minéraux, donc c'est ce qui est intéressant, c'est de les varier, notamment quand on fait du sport. Et on va également les retrouver les minéraux dans les compléments alimentaires, mais je le disais tout à l'heure pour les vitamines et pour les protéines, les minéraux c'est la même chose. Si vous avez une alimentation riche et variée et vous hydratez bien, normalement il n'y aura pas de souci, vous n'aurez pas de carence. Au niveau de leur rôle, il va être assez varié en fonction du minéral en fait, mais principalement ils forment la structure des os et des dents, ils participent au fonctionnement du rythme cardiaque, à la conduction nerveuse, à l'équilibre acido-basique du corps et aussi à la contraction des muscles. Donc autant vous dire qu'ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Enfin, pour finir, petit rappel sur quelques chiffres clés. Au niveau de l'énergie des aliments, 1 gramme de protéines et de glucides, c'est à peu près 4 calories, les lipides 9 et l'alcool 7. Alors, s'il y en a qui veulent perdre du poids, c'est pas très bon de faire le rapport simplement mathématique en se disant ouais, les lipides c'est 9 calories, je vais arrêter d'en absorber. Non, on a vu que c'est hyper important pour le bon équilibre du corps. Il faut pas, comme certains régimes, s'arrêter sur le compteur à calories. Le corps humain, c'est plus complexe que ça. Il a besoin d'absorber tous les macros et les micronutriments. Là, vous avez aussi le petit tableau qui résume les besoins quotidiens en calories en fonction de son activité physique. Alors là, on ne parle pas masse, en kilos de masse maigre, mais en kilos de poids de corps total. Donc c'est à peu près de l'ordre à 30-35 calories par kilo pour une activité faible, 35 à 40 pour la moyenne et 40 à 50 pour l'activité forte. Pour conclure, des petits rappels concernant l'activité physique. Avant l'effort, on essaye d'espacer son activité de 3 heures lorsqu'on a eu un repas assez copieux, 2 heures après le petit-déj, 1 heure après la collation, et on ingère des glucides à index glycémique bas. Pendant l'effort, si l'effort est de moins d'1 heure, pas besoin d'ingérer des glucides, hein, ça va pas servir à grand chose. Si là c'est un sport d'endurance supérieur à 1 heure, typiquement comme le vélo, la course à pied, là la boisson isotonique va être intéressante. Enfin, après l'effort, on pense à bien s'hydrater quoi qu'il en soit. Les eaux riches en sodium sont intéressantes, notamment pour les sports d'endurance. Et en ce qui concerne les macronutriments, donc ça va dépendre du poids de corps, surtout en masse maigre, hein, comme on l'a dit plus tôt. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on va être à peu près sur du 30 grammes pour les protéines pour les sports d'endurance, 50 grammes à peu près pour les sports de force. En lipides, c'est du 20 à 30 grammes. Et pour les glucides en sport d'endurance, on en apporte un peu plus pour refaire à fond les réserves de glycogène. On va être sur du 50 grammes. Et les sports de force, 30 grammes. L'idéal après l'entraînement, c'est d'absorber les nutriments dans une fenêtre maximale d'1 heure pour bien réparer, pour bien récupérer. Si on a de quoi s'alimenter, de faire un repas complet, c'est parfait. Et sinon, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser les compléments alimentaires, notamment les protéines, si bien sûr l'entraînement a été intense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Donc on voit quand même que l'alimentation c'est pas mal de bon sens. S'il y a quelques idées à retenir, c'est celle-là. On évite tout ce qui est produits transformés, produits industriels. On privilégie les produits de saison, les produits locaux, les produits frais. On n'enlève pas de macronutriments de son alimentation, même si certains régimes le recommandent, à long terme ça va pas être bon. On évite les produits trop sucrés, on surveille le taux de sucre dans le sang, on a vu ce que ça pouvait engendrer. On ne prend pas de compléments alimentaires, à part si on a des carences et des recommandations médicales, ou qu'on fait du sport vraiment très intensément, mais sinon ça sert strictement à rien.
Et dernière chose, j'ai pas beaucoup parlé d'hydratation. En tant que coach, on m'a pas mal souvent posé la question, faut boire combien de litres d'eau par jour? J'ai envie de dire, vous buvez quand vous avez soif, hein, là le corps va être bon pour vous le dire. Et si vraiment vous êtes en panique là-dessus, bah, vous regardez votre pisse, hein. Si vous pissez marron, c'est que ça va pas beaucoup. Si vous pissez plutôt clair, c'est que l'hydratation est bonne et que vous êtes au top. Les athlètes, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que personne n'est parfait mais tout le monde peut s'améliorer.